Bonjour, nous allons commencer une nouvelle fonction qui est la fonction convertir, dont on va voir quelques types de convertisseurs électriques et pneumatiques. Les convertisseurs prévus dans cette projection sont les suivants. Premièrement, les convertisseurs d'énergie électrique en énergie lumineuse, c'est ce qu'on appelle l'éclairage avec les lampes. Un petit schéma pour expliquer. La lampe est mise en série avec un interrupteur. Lorsqu'on ferme K, la lampe s'allume. Ça, c'est le principe de la conversion électrique en énergie, la conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse. Deuxièmement, la conversion électrique en énergie thermique. C'est ce qu'on appelle chauffage électrique par résistance. Une résistance lorsqu'on ferme l'interrupteur K, la résistance est alimentée, toute la puissance reçue absorbée par la résistance, toute la puissance électrique absorbée par la résistance, elle se transforme en puissance thermique ou bien énergie thermique. Troisièmement, les convertisseurs d'énergie électrique en énergie chimique. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Premièrement, la conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse. L'élément de base de cette conversion, ce sont les lampes. Les lampes permettent de convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse. On va voir deux catégories de lampes. Les lampes à incandescence, dont il y a deux types, lampes standards et les lampes à iode ou bien halogènes. Deuxième catégorie, les lampes à décharge. Pour les lampes à décharge, on va se limiter à l'étude seulement des lampes fluorescentes ou bien les types fluorescents. Lampes à incandescence. Les lampes à incandescence, elles sont constituées d'une ampoule pleine d'un gaz, un filament de tungstène, des conducteurs pour la connexion du filament avec l'alimentation extérieure. Comment ça fonctionne une lampe à incandescence? Lorsqu'on alimente la lampe, le courant traverse le filament en tungstène, l'énergie électrique absorbée par la lampe sera transformée en énergie thermique par le filament de tungstène, c'est équivalent à une résistance. Et ensuite, l'énergie thermique produite à l'intérieur de la lampe, elle sera transformée en énergie lumineuse par le gaz qui se trouve à l'intérieur de la lampe. Notez bien que la couleur de la lumière émise par la lampe dépend de la nature du gaz qui se trouve à l'intérieur de la lampe. Vous allez me dire pourquoi l'utilisation du filament de tungstène. La température atteinte dans le filament pendant le fonctionnement peut arriver jusqu'à 2400 degrés Celsius. Donc il faut une matière qui doit supporter cette température. Ça veut dire, d'une autre manière, il faut que la température de fusion doit être supérieure à cette valeur-là, 2400 degrés Celsius. Les travaux de recherche depuis 1850 ont conduit à la construction de la première lampe par M. Joseph Swan. C'est un physicien de l'Union du Royaume-Uni
Elle a construit la première version des lampes à incandescence, mais cette version de lampe, sa durée de vie n'a pas dépassé les 48 heures à cause de ces failles. Parmi ces failles, l'efficacité lumineuse n'était pas bien, donc était très très faible. En plus, la durée de vie de la lampe à incandescence n'a pas dépassé les 48 heures. Les travaux de recherche continuent jusqu'à la découverte de la matière tungstène par un chimiste espagnol en 1909. À ce moment-là, encore Joseph Swan, avec la collaboration de Thomas Edison, ils ont innové la première version des lampes à incandescence à base de filaments de tungstène. Pourquoi? Parce que la température de fusion du tungstène atteint 3422 degrés. Elle est très supérieure de la température de fonctionnement de la lampe. Le tungstène est un élément chimique qui porte le symbole W avec un nombre atomique Z égale à 74 et la température de fusion égale à 3422 degrés Celsius. Avec cette technologie de tungstène, Joseph Swan et Thomas Edison, ils ont amélioré la longévité des lampes à incandescence. Lampes à iode ou les lampes halogènes. Les lampes halogènes, c'est la deuxième version des lampes à incandescence. Elles ont une efficacité lumineuse meilleure que les lampes standards. Leur durée de vie est 2 fois plus grande et ne noircissent pas. Voici quelques types de lampes halogènes qui s'utilisent dans l'éclairage des véhicules. Les avantages des lampes à incandescence. Les lampes à incandescence sont moins chères et peu encombrantes. Elles s'alimentent facilement et se montent facilement, mais leur inconvénient majeur, c'est qu'elles présentent des pertes énergétiques très importantes. Leur durée de vie ne dépasse pas 1000 heures et leur efficacité lumineuse ne dépasse pas les 12 lumens par watt. Les lampes à décharge, on va se limiter dans ce cas à l'étude des tubes fluorescents seuls. Pour cela, on va expliquer le principe de fluorescence. Le principe de fluorescence, un tube fluorescent, lorsqu'il est alimenté, bien sûr, il contient un gaz, néon ou bien gaz de mercure, etc. Lorsqu'on alimente le tube, l'énergie électrique se transforme en énergie thermique par des filaments encore en tungstène. Encore, l'énergie thermique se transforme en énergie lumineuse par le gaz qui se trouve à l'intérieur du tube. C'est ce qu'on appelle la fluorescence. Voilà quelques types de tubes fluorescents. On trouve des types en rectiligne, en U ou bien en anneau. La constitution des tubes fluorescents. Les tubes fluorescents sont constitués de 3 parties essentielles. Un starter qui permet le démarrage ou l'amorçage du tube. Un condensateur qui permet d'améliorer le facteur de puissance. Et un ballast qui permet de jouer 2 rôles. Le premier, c'est de limiter le courant en régime permanent. Le deuxième, c'est de créer une surtension pendant le démarrage des tubes fluorescents. Le tube fluorescent est équivalent à une bobine. Exactement.
le principe de fonctionnement des types fluorescents. On alimente le type. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, un courant passe à travers le ballast. Au premier temps, il passe par le premier filament en tungstène qui se trouve à l'extrémité, puis le gaz qui se trouve à l'intérieur du starter, puis le deuxième filament en tungstène qui se trouve à l'autre extrémité vers la masse. Au premier temps, le gaz du starter s'échauffe, les électrodes du starter s'échauffent aussi, ils se mettent en contact. Lorsqu'ils se mettent en contact, le type se voit comme hors circuit. Donc un courant très important passe dans les deux filaments à l'extrémité. Le gaz qui se trouve alentour des filaments s'échauffe, puis la température ou l'énergie thermique se transmet par tout le gaz qui se trouve au type. À ce moment-là, le starter se trouve hors circuit parce que la totalité du courant va traverser le tube fluorescent. Pendant l'ouverture des armatures du starter, une surtension apparaît aux bornes du ballast qui va aider le tube fluorescent à s'amorcer ou bien à s'alimenter, ce qu'on appelle amorçage ou bien démarrage final. Comment la surtension apparaît aux bornes de la bobine ou bien du ballast? La tension EB, ça s'écrit L, la dérivée du courant E par rapport au temps. Donc si dt tend vers 0, L dE sur dt, ça tend vers plus l'infini. Ou bien l'infini, ça dépend du signe de la dérivée dE sur dt. Pendant l'ouverture des armatures du starter, le courant commence à décroître. La tension EB, elle va s'inverser. Pourquoi elle va s'inverser? Parce que la dérivée du courant par rapport au temps, elle devient négative. Donc, ça serait une tension négative qui va s'ajouter à la tension d'alimentation. Donc, une surtension se crée aux bornes du type fluorescent. Je vais résumer l'explication encore une autre fois du fonctionnement des types fluorescents. Au repos, le starter est ouvert. On ferme l'interrupteur K. Le gaz à l'intérieur du starter s'échauffe. Les armatures s'échauffent. Fermeture des armatures. Donc le courant devient très important dans les filaments de l'extrémité. Ouverture du starter. Le courant passe par le gaz à l'intérieur du tube fluorescent. Amorçage. Bien sûr, dans ce moment-là, il y aura une surtension créée par le ballast. Donc, amorçage et démarrage, ou bien allumage de la lampe ou bien du tube fluorescent. Le ballast, finalement, au régime permanent, il permet de limiter le courant et les surintensités. Les avantages, la durée de vie des tubes fluorescents ou bien de toutes les lampes à décharge peut atteindre jusqu'à 7000 heures. Les lampes à décharge sont plus économiques et leur efficacité lumineuse peut atteindre jusqu'à 75 lumens par watt. Leur inconvénient, un équipement d'amorçage est nécessaire, ce qui rend leur installation onéreuse. Deuxièmement, la conversion d'énergie électrique en énergie thermique. L'élément de base, c'est la résistance. Une résistance parcourue par un courant I et alimentée par une tension U. Toute la puissance absorbée électrique se transforme en puissance thermique
c'est le principe des faits Joule. Donc P est égal à U fois I est égal à R E carré. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. L'énergie thermique produite par la résistance c'est égal à P fois le temps qui est égal à U E fois le temps est égal à aussi R E carré fois le temps. La résistance, ça s'écrit aussi, l'expression de la résistance, c'est ρ fois L sur la section. Avec L, c'est la longueur du fil en mètres. S, la section du fil en mètres carrés. ρ, c'est la résistance, c'est la résistivité en ohms mètres. C'est une constante qui caractérise la matière. Vous remarquez aussi que la résistance d'un fil dépend de sa température. Même aussi la résistivité d'un fil ou bien d'un matériau quelconque, elle dépend de sa température. La résistance à la température θ égale à la résistance à la température 0 fois 1 plus A fois θ. Avec A, c'est le coefficient de température qui caractérise, une constante qui caractérise la matière. La résistivité à la température θ égale à ρ0. Ça veut dire la résistivité à la température 0 fois 1 plus le coefficient de température A fois θ. Troisièmement, la conversion d'énergie électrique en énergie chimique. Le principe de cette conversion il est basé sur ce qu'on appelle l'électrolyseur. Un électrolyseur est constitué d'un récipient contenant un électrolyte. L'électrolyte contient lui-même deux types des ions positifs et des ions négatifs, deux électrodes et un générateur de courant continu. Comment ça fonctionne l'électrolyse? Bien, l'opération d'électrolyseur. Lorsqu'un courant passe du pôle plus vers l'électrode plus, une réaction chimique se produit au niveau de l'électrode positif qui s'appelle oxydation et une réaction chimique qui se produit au niveau de l'électrode négatif qui s'appelle réduction. Ça veut dire quoi? L'oxydation et la réduction. Au niveau de l'électrode positif, les ions qui ont été négatifs, ils s'accumulent autour de l'électrode et libèrent des électrons. Et au niveau de l'électrode négatif, les ions positifs s'accumulent, ou bien la matière du cuivre ici, elle va s'accumuler autour, ou bien sur la surface de l'électrode négatif et reçoit deux électrons, ou bien elle donne deux protons. Donc là, ça se passe une oxydation et l'autre côté se passe une réduction. Les applications des électrolyseurs, on va traiter deux types d'applications. La première application, c'est les batteries, les accumulateurs, les piles. Dans les piles, il y a des piles qui sont rechargeables, il y en a d'autres qui ne sont pas rechargeables, qui sont jetables. Donc les accumulateurs, les batteries sont capables de fonctionner en générateur quand ils se déchargent et fonctionnent en électrolyseur quand ils se chargent. Deuxième application, on a dit que pendant les deux réactions chimiques, la matière s'accumule, la matière qui a été des ions négatifs s'accumule sur la surface de l'électrode positif et la matière qui était des ions positifs s'accumule autour de la surface de l'électrode négatif. On va exploiter ces deux phénomènes-là pour, premièrement, la purification de la matière, ce qu'on appelle l'électroraffinage. Par exemple, si on veut purifier l'or ou bien l'argent ou bien le cuivre, ça veut dire avoir une matière pure, parce que ici, il ne s'accumule que
la matière qui était déjà négative. Et ici s'accumule seulement la matière qui était des ions positifs. Deuxième application, le revêtement métallique des objets. Si on veut revêter une matière pour la protéger contre l'oxydation ou bien la corrosion, c'est ce qu'on appelle la galvanostégie. Troisième application, la reproduction d'objets comme les CD, ce qu'on appelle la galvanoplastie. Enfin, je vous invite de consulter le site suivant, dont vous trouverez des cours d'ADC pour la première année STE et la deuxième année STE. Il y a aussi des cours pour les étudiants BTS et il y a autre chose pour les étudiants master. Merci et bon courage.